Bon, il est 3h04, si on peut démarrer, c'est bien, comme ça on démarre, vous connaissez le principe des conférences. Donc ce soir, alors, nous accueillons Madame Frascaria Lacoste et puis un jeune doctorant, hein, on peut dire ça, quelqu'un qui va vous... On a, je dirais, l'organisation de l'université devant nous, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille, qui donne aussi des heures de cours, quelqu'un qui cherche, et puis son professeur qui l'encadre. Et c'est une façon aussi de conduire ses études supérieures que de préparer une thèse. Alors, on va ouvrir avec une question. Il y a quelqu'un qui parle en même temps que moi et ça me déconcentre énormément. Merci. On va aujourd'hui travailler sur une question que vous avez dû travailler un peu sur les avec les cours de géographie. Quels sont ceux qui ont travaillé sur le défi alimentaire mondial là, dans les thèmes de géo? D'accord. Allez-y, levez la main. Donc, je sais qu'il y a ma classe, mais est-ce qu'il y a d'autres classes? Ouais, d'accord. Bon, apparemment, voilà. Bon, et on va parler donc d'agriculture urbaine, ce qui est une façon de commencer un petit peu en avant-première la semaine des sciences, puisque ça relève des sciences. On vous demande, comme d'habitude, de prendre des notes, ce qui permet d'asseoir sa concentration. Et puis ceux qui auront des sujets de composition en géographie, peut-être dans les semaines à venir, sur cette question de nourrir les hommes, bah, ça pourrait leur être utile. Donc prenez du papier, merci, un crayon. Merci de nous consacrer cet après-midi. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle donc Baptiste Grard, ça a été dit, je suis doctorant. J'ai 25 ans, j'ai commencé ma thèse en octobre 2014, donc il y a 1 an et demi maintenant. Et je vais vous parler cet après-midi de trois choses. La première, rapidement, je vais vous parler un peu de moi, mais pas parce que forcément j'aime ça, mais juste un tout petit peu mon parcours, comment est-ce que je suis arrivé à faire cette thèse. Deuxième chose, je vais vous parler d'un sujet un peu plus large que mon seul sujet d'étude, à savoir l'agriculture urbaine. Et troisième chose, je vais vous parler de ma thèse, à savoir je travaille sur les potagers sur les toits. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que c'est, pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse, pourquoi est-ce que je travaille dessus, etc. Voilà, peut-être je laisse Nathalie juste s'introduire. Donc moi, je m'appelle Nathalie Frascaria-Lacoste. Moi, je suis enseignant-chercheur dans une grande école qui s'appelle AgroParisTech. Mon métier, c'est de faire à la fois de l'enseignement à des ingénieurs qui se destinent à des métiers autour du vivant au sens large, et aussi de faire de la recherche. Et la recherche, c'est un travail d'équipe sur des questions assez larges. Et donc, Baptiste va vous raconter un peu ce qu'on fait ensemble. Mais mon thème de recherche large, parce que je suis écologue et j'enseigne l'écologie, c'est tout ce qui a trait à la biodiversité dans les milieux naturels, mais aussi en milieu en ville. Donc c'est un sujet de préoccupation important, puisque vous savez qu'aujourd'hui, on est à la 6e crise d'extinction de cette biodiversité, donc il y a des questions qui se posent par rapport à elle. Voilà, donc si ça vous intéresse de parler un peu plus, de poser des questions sur ce qu'est AgroParisTech, ce qu'est une école d'ingénieurs, ce qu'on y fait, voilà, puisque Baptiste va plus axer sur sa propre formation qui est universitaire, eh bien, je suis à votre disposition à la fin de l'exposé pour en discuter. Voilà. Oui, alors deux choses avant de commencer. Premièrement, pour pas que à la fin vous soyez tous endormis, n'hésitez pas à me poser des questions. Je pense que ça rendra la présentation que plus intéressante, parce que si vous me laissez dérouler mon speech pendant 50 minutes, vous risquiez soit de me perdre, soit c'est moi qui vous perdra. Mais bon, n'hésitez pas donc à m'interrompre. Et deuxième chose, sur cette diapositive, vous le voyez en haut, il y a des magnifiques logos. C'est quand même juste intéressant de vous signaler. Moi, je fais partie de 2 instituts de recherche. AgroParisTech d'un côté, donc, est à la fois une école d'ingénieurs, d'ingénieurs agronomes principalement, qui est située d'ailleurs juste à côté d'ici, rue Claude Bernard, et qui est également un institut de recherche. Et l'INRA, donc Institut national de recherche agronomique, qui est donc un institut de recherche avec des personnes, comme son nom l'indique, qui traitent de tout ce qui est questions alimentaires et tout ce qui est autour de l'alimentation. Et sur cette diapo, vous avez le nom en tout de 4 personnes, donc Nathalie et moi, et les 2 autres, Christine Aubry, c'est une chef de laboratoire, en l'occurrence, qui dirige une équipe qui s'appelle Agriculture urbaine, et qui a lancé le projet du toit que je vais vous présenter. Et la dernière personne, c'est Claire Chenu, c'est ma co-directrice de thèse, parce que du coup, j'ai 2 encadrantes, j'ai Nathalie et Claire, qui chacune m'encadre avec leurs spécialités respectives. Voilà. Donc comme je vous le disais, je vais commencer par vous parler un peu de moi et de mon parcours. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ces trois lettres, la LMD?
Licence, master, doctorat, parfait. Et donc c'est parce que juste donc à la fin, ça c'est le système universitaire à l'heure actuelle, donc qui a été homogénéisé en l'occurrence au niveau européen. Et donc moi à la sortie de mon bac, je me demandais ce que je voulais faire. Je savais que j'étais intéressé par tout ce qui était biologie. J'étais très intéressé par comprendre un peu comment est-ce que notre environnement fonctionnait, comment est-ce qu'une forêt pouvait stocker du carbone, produire des arbres, etc. Et donc je me suis orienté. J'étais pas certain précisément de ce que je voulais faire. Et je me suis orienté vers l'université parce que l'université m'offrait un panel de choix assez important et me permettait d'ouvrir vers bon nombre de domaines, alors que ce que je ressentais à l'époque, c'était que les écoles d'ingénieurs allaient plutôt me fermer dans une spécialité. Et moi, je voulais encore me laisser un peu le champ large, entre guillemets. Et c'est pour ça que j'ai commencé donc, par faire une licence qui était donc une licence en sciences du vivant. Et là, en fait, ma première année de licence, ça a été très général. À savoir, j'avais encore de la chimie, de la physique, etc. Et en fait, à partir de la deuxième et troisième année de licence, j'ai commencé à cerner un petit peu plus ce qui m'intéressait donc dans ce domaine, à savoir celui de la biologie. Et j'ai vu que j'étais intéressé par l'écologie. Et donc, petit à petit, au cours de ma licence, en année 2 et en année 3, je me suis spécialisé un petit peu plus en écologie. Et pour la petite histoire, j'ai fait donc une troisième année à l'étranger, une année Erasmus, à Stockholm. Et pour moi, ça a été vraiment une super opportunité de découvrir aussi ce qui pouvait se faire ailleurs. Et je trouve que c'est une chance assez énorme que donne l'université française que de ces années à l'étranger. Donc à la fin de ma licence, une fois que vous avez fait une licence, vous avez un premier bagage en poche. Mais moi, j'avais envie de me spécialiser et d'aller encore un peu plus loin dans la connaissance et la compréhension des choses. Et j'ai fait un master qui s'appelle EBE, pour écologie, biodiversité et évolution. Et en fait, ce master, il m'a permis d'aller encore plus loin dans la spécialisation en écologie, et en particulier d'une question qui m'intéressait beaucoup, à savoir celle de la biodiversité et celle donc de l'interaction dans le vivant. Et donc mon master m'a permis de me spécialiser là-dessus, et moi en l'occurrence en master 2, c'est poser la question, à la fin de votre master, en gros, c'est soit vous continuez en recherche, soit vous continuez en pro. Et au tout début, moi, j'avais pas forcément envie de continuer dans la recherche, parce que j'avais l'impression que, petit 1, j'avais pas forcément les capacités pour. Et petit 2, que c'était quelque chose qui m'intéressait pas, parce que moi j'étais très intéressé par, et je le suis toujours d'ailleurs, mais par l'application des choses, etc. Et j'avais l'impression qu'en faisant de la recherche, j'allais m'éloigner de ça et faire des choses qui m'intéressaient pas forcément. Et en fait, j'ai choisi donc de faire un master de pro, et au final, à la fin de mon master 2... Alors, pro c'est professionnel. Professionnel, oui. Pardon. Donc, master professionnel. Et donc, à la fin de ce master, j'ai fait un stage de fin d'études, ce qui est classique à la fin d'un master, et je l'ai fait en l'occurrence sur le projet du toit avec une entreprise qui à l'heure actuelle qui était impliquée dans ce projet. Et en fait, au sein de cette entreprise, j'ai fait un petit peu de recherche. J'ai commencé à creuser certaines questions, mais je me suis aperçu que en fait, je creusais des questions qui m'intéressaient, des questions de compréhension justement de ces fameuses interactions dont je vous parlais, dont je vais vous parler plus au niveau du vivant, comprendre pourquoi est-ce que mes légumes vont plus pousser là que là, pourquoi est-ce que mon sol évolue comme ça, etc. Mais au sein de l'entreprise, je ne faisais que gratter ces questions-là, et je ne pouvais jamais pousser complètement la compréhension de ces mécanismes. Et donc, à la fin de mon stage, en fait, j'ai compris que ce que je voulais, c'était quand même continuer dans la recherche, et en l'occurrence faire une thèse, parce qu'une thèse, c'est 3 ans où vous êtes concrètement payé pour réfléchir, et croyez-moi, ça c'est un grand luxe, et réfléchir sur des questions. Concrètement, vous devez lire des choses, ensuite les tester, voir comment vous allez tester, etc. etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire une thèse, en me disant que c'était pour moi une opportunité d'aller plus loin sur ces questions qui m'intéressaient. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très clair, j'espère en tout cas. Si jamais vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas, parce que voilà, je ne vous ai peut-être pas tout retranscrit, et peut-être que vous avez certaines questions à ce niveau-là. Juste pour vous présenter l'université où j'étais, vous la connaissez sans doute, c'est Jussieu. Et pour vous illustrer 2 choses, c'est qu'une université, en effet, c'est quelque chose où en général, il y a énormément d'étudiants, et en l'occurrence, à Jussieu, il y a 32 000 étudiants. Donc quand vous arrivez en première année de licence, vous vous retrouvez un peu vous tout seul au milieu d'une marée, et notamment vous vous retrouvez vous au milieu d'un amphithéâtre, un prof en bas qui vous fait cours, et personne ne vous dit que vous devez prendre des notes, personne ne vous dit que vous devez noter là, ce qu'il est en train de dire ou pas, et vous pouvez potentiellement aller boire des coups avec des copains ou autre. Vous avez pas mal de sources de distraction, mais c'est à vous du coup de comprendre qu'assez rapidement il faut vous autonomiser et donc bosser par vous-même et petit à petit acquérir les connaissances. Et c'est vraiment moi ce que j'ai aimé à l'université, parce que j'en avais un peu marre au lycée, d'un côté un peu trop encadré. Et du coup, j'étais content de pouvoir gérer mon travail un peu comme je le voulais.
Et deuxième chose que je voulais vous souligner au niveau de l'université, au-delà de l'autonomie et du fait que c'est un grand ensemble, c'est que c'est également au niveau recherche une opportunité très importante parce que vous avez du coup beaucoup de laboratoires, notamment à le Jussieu, qui travaillent dans des domaines extrêmement variés, de la physique aux mathématiques en passant par la biologie. Et du coup, vous avez l'opportunité de rencontrer beaucoup de chercheurs, d'être en contact avec eux et donc d'avoir accès à des connaissances importantes et une fois de plus dans des domaines très variés. Voilà. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Ça, du coup, je vous l'ai dit, j'ai fait une licence avec un très beau titre, Sciences et Technologies, mention Sciences du Vivant, et donc un master EBE avec un parcours pro dans ce qu'on appelle l'ingénierie écologique. Nathalie pourrait vous en parler beaucoup, vu que c'est sa spécialité. Mais l'ingénierie écologique, globalement, c'est les principes de l'ingénierie qui sont appliqués au vivant. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Et concrètement, c'est se dire comment est-ce que je peux gérer, je veux créer un espace où on va retenir de l'eau, comment est-ce que je fais ça, je veux créer un espace qui est favorable à un certain nombre d'espèces, comment est-ce que je fais ça, etc. etc. Voilà. Bon, et donc, une fois que j'avais fait ma licence et mon master, je vous l'ai dit, j'ai voulu faire une thèse. Et je voulais également mentionner, j'avais fait mon stage de fin d'études sur les potagers sur les toits, donc ça va peut-être vous paraître marrant, mais j'ai été tout de suite passionné par le fait de faire pousser des carottes et des choux sur un toit. J'ai toujours eu ce côté très à la mode. Et bref, et du coup j'ai eu l'opportunité, dans le laboratoire dans lequel j'étais, de pousser ce sujet-là au travers d'une thèse. On lui a donné un nom magnifique, et un peu long à mon goût. Mais concrètement, en fait, ce sujet, il touche deux choses. La première chose, c'est l'agriculture urbaine, dont je vais vous parler. Et la deuxième chose que traite vraiment mon sujet, c'est les potagers sur les toits. Et en particulier, on s'intéresse à qu'est-ce qu'on utilise pour faire pousser ces légumes. Donc, je vais vous parler de sol. J'espère que vous aimez le sol, ou sinon, j'espère que vous allez l'aimer. Mais voilà, on s'est intéressé. Le but du sujet, c'est de voir comment est-ce qu'on peut cultiver sur les toits, quel avantage on peut en retirer, à quoi ça sert d'implanter ces toits en ville, etc., etc. Ok ? Je vous trouve bavard entre vous, mais moins avec moi. Donc surtout, n'hésitez vraiment pas à me poser des questions parce que sincèrement, sinon, c'est moins intéressant. Bon, donc voilà pour mon parcours en quelques mots rapides. Donc si vous voulez, on en discutera après. Maintenant, je vais vous parler un peu d'agriculture urbaine. Est-ce que déjà, certains d'entre vous ont déjà entendu parler d'agriculture urbaine, de ce mot? Oui, tous presque. Tous ou presque. Ok. Et du coup, une des questions, c'est de savoir, très bien, on en entend parler, c'est un sujet qui est à la mode, mais qu'est-ce que c'est que l'agriculture urbaine? S'il vous plaît, par contre, vous pouvez vraiment me poser des questions, mais allez-y. Vous pouvez essayer de définir, si vous voulez, allez-y. C'était une semi-question, mais j'avoue que j'allais y répondre par moi-même. Mais promis, j'ai prévu de vous poser quelques questions. Mais ce que j'ai voulu vous mettre sur cette diapositive, c'est que c'est un sujet d'actualité. Donc c'est un sujet où il y a pas mal de conférences dessus. C'était pas très français ça, mais il y a de nombreuses conférences sur ce sujet. Vous avez eu par exemple à Paris, savez-vous planter des choux et carottes City, pour essayer un peu de montrer aux gens qu'est-ce que c'était que cette agriculture urbaine et comment est-ce qu'elle se développait dans le monde. Et c'est aussi un sujet, un certain nombre de fantasmes, entre guillemets, dans le sens où beaucoup de gens, des fois, ont l'impression qu'on va remettre, d'un seul coup, les tracteurs vont revenir en ville, on va réimplanter des champs en ville, ou sinon des architectes qui vous produisent des projets magnifiques, comme ça veut souvent faire les architectes, comme par exemple cette tour à New York qui s'appelle la Dragonfly, et qui était prévue pour être implantée donc, dans la baie de New York, et qui est supposée pouvoir nourrir 200 000 personnes. Bon, tout ça c'est très bien, mais du coup on voit bien qu'on passe de la bouteille plastique de la personne qui a envie de cultiver juste sur son balcon à une énorme tour qui est supposée nourrir 2000 personnes. Mais donc concrètement, c'est quoi l'agriculture urbaine? Eh ben, pour se raccrocher à une définition, il y en a plusieurs, mais nous on se raccroche en général à une définition qui est celle que... Pardon, c'était pas ça. Qui est celle que c'est petit 1, bien sûr, une agriculture qui est implantée dans la ville, ça on peut s'en douter au vu de son nom, mais surtout c'est une agriculture qui va être définie par ses liens avec la ville, c'est-à-dire qu'elle va être implantée en ville et son objectif ça va être d'utiliser des ressources de la ville et de créer des ressources pour la ville. Donc implantée en ville, ressources avec la ville, et troisième caractéristique, j'arrive tout de suite, c'est d'être multifonctionnel et d'être multiforme. Multifonctionnel parce qu'on ne va pas seulement attendre de cette agriculture qu'elle produise des légumes, on va également attendre de cette agriculture qu'elle ait une fonction pédagogique, qu'elle ait une fonction environnementale, qu'elle ait une fonction économique, etc., etc. Et multiforme, ça je pense que je vais bien vous l'illustrer, c'est parce qu'on passe, comme je vous l'ai un peu dit, de bouteilles en plastique où on fait pousser une petite laitue à une grande tour comme ça, immense,
et donc d'une multiplicité de formes vraiment très importante. Pardon. Et ben du coup, je vais me permettre une chose, c'est de laisser ta question en suspens, dans le sens où le but de ma présentation, c'est aussi de répondre à ça. Et si ça te va, on reviendra du coup sur ta question à la fin, et tu me diras si j'y ai ou pas répondu. Ok ? Bon, mais donc je vous l'ai dit, c'est un phénomène de mode, mais est-ce que pour autant l'agriculture urbaine, c'est nouveau ? Non, vraiment pas. Et ici, je vous ai mis deux choses. D'abord, concentrez-vous à gauche, là, sur cette carte, qui est d'ailleurs une carte qui est issue de l'exposition dont je vous parlais, Savez-vous planter des choux ? Et en fait, les bulles, ça correspond à un nombre de maraîchers. Plus la bulle est grosse, plus il y a de maraîchers. Et ce que vous voyez, c'est qu'au 19e siècle, on avait, en plein cœur de Paris, un certain nombre de maraîchers, voire même un nombre de maraîchers très important, qui cultivaient en ville et même dans des espaces comme le Louvre, etc. Je vais vous montrer ça après. Et non seulement ces maraîchers, ils étaient implantés en plein cœur de Paris, mais qui plus est, ils avaient un savoir-faire qui était extrêmement reconnu. Ça, c'était ce que je vous ai mis sur la droite. Bon, ça va peut-être vous faire un peu sourire, mais première invention, il y a une petite faute de frappe. Tout en haut, ils ont inventé ce qu'on appelle la culture sous cloche. Concrètement, la culture sous cloche, c'est juste j'ai ma salade et je suis au début du printemps, il fait encore un peu trop froid, mais je veux quand même cultiver pour avoir derrière un bénéfice. Et ben, le concept de la cloche, c'est que du coup, vous allez réchauffer potentiellement l'atmosphère autour de votre salade et pouvoir la cultiver plutôt dans la saison. Pareil, la préparation des couches. Là, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, en dessous, ils mettent une couche de fumier qui est chaud. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un compost, mais un compost, en général, quand c'est en train de composter, ça chauffe énormément, ça produit de la chaleur. Ben là, le concept, c'est qu'ils mettent ce fumier qui est encore chaud en dessous. Ils mettent ensuite de la terre qui est plus fraîche ou de la paille par-dessus. Ils mettent leurs graines au milieu et comme ça, la couche de fumier va réchauffer l'ensemble et va permettre également de cultiver plus tôt dans la saison. Et troisième chose qui a été quelque chose d'une innovation assez importante, ça a été les planches de culture, parce qu'en fait, ils ont raisonné tout leur espace avec une taille définie, ce qui a permis d'homogénéiser tous les outils qui étaient utilisés et du coup d'avoir les mêmes outils partout et de gagner du coup vraiment énormément de temps au niveau du processus de culture. Alors, quelques photos juste pour vous illustrer un tout petit peu des lieux que vous connaissez peut-être. À gauche, c'est la rue de la Convention, dans le 15e. Je ne crois pas que ça ressemble beaucoup à ça. Oui, ça ne ressemble plus du tout à ça. Et la Courneuve, pour ceux qui connaissent aujourd'hui, pareil, on avait énormément de familles maraîchères implantées. Ça ne ressemble pas non plus beaucoup à ça. Deuxième chose que je trouve importante, c'est que dans les temps de crise, et notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, on a énormément retransformé la ville en espace productif. Et ici, vous avez un exemple devant le Louvre qui a été transformé en véritable champ de poireaux. Et dernier point là, sur ce côté historique, c'est pourquoi est-ce que cette agriculture urbaine elle a disparu ? Plusieurs raisons, et une de ces raisons, c'est la disparition, en fait, la délocalisation du marché des halles à Rungis. C'est-à-dire concrètement, aux alentours des années 1840, il y a eu une décision de Napoléon III qui a été de dire je veux implanter, la structure que vous voyez ici, une halle en plein cœur de Paris, à Châtelet, de manière à ce que les maraîchers vendent leurs produits à cet endroit-là. Ça a très bien marché quelques années, mais ce qui s'est passé, c'est que rapidement, l'espace a été saturé, et avec l'arrivée du chemin de fer, on a eu une concurrence de plus en plus importante de produits qui venaient de l'étranger et qui, entre guillemets, n'aimaient pas d'avoir à apporter leurs produits en plein cœur de Paris et préféraient les déposer à la bordure de Paris. Et donc, en 1959, a été prise la décision de délocaliser les halles de Châtelet à Rungis, et donc de détruire ce lieu où les producteurs parisiens allaient pour le trans... Waouh, belle image blanche, c'était pas le but. Hop, juste là, ça va arriver. Et donc de créer Rungis. Et ce qui s'est passé, en fait, les maraîchers, si vous avez bien regardé la carte tout à l'heure, les maraîchers avaient déjà commencé à disparaître du centre de Paris et s'étaient mis en proche banlieue. Mais là, définitivement, cette tendance de disparition des maraîchers a encore augmenté. Et les maraîchers ont même petit à petit disparu de la région Île-de-France parce que notamment quand on a créé les halles à Rungis, il n'y avait aucune place pour vendre des produits de cette agriculture de proximité.
Donc globalement, arrivée des chemins de fer, concurrence donc sur un marché beaucoup plus mondialisé, et ensuite délocalisation des halles de Châtelet à Rungis, ça a signé petit à petit entre guillemets l'arrêt de mort de cette agriculture plus de proximité et qui était au niveau de la région Île-de-France. Pour autant, une chose importante qui me paraît important de souligner, et on l'a peut-être pas souvent assez en tête, mais c'est que, et vous l'avez, c'était peut-être un peu dit, je pense, dans votre question de tout à l'heure, mais la région Île-de-France reste une région avec énormément de terres agricoles et on a quand même sur le territoire 49% encore de terres agricoles. La seule chose, c'est que ces terres, à l'heure actuelle, elles servent principalement à produire des céréales de très très loin. Et ça, vous le voyez très bien au travers de ce graphique. C'est qu'au niveau des légumes, en région Île-de-France, on produit 26% de nos besoins. En salade, on produit 165% parce que c'est une des cultures les plus faciles. Et en fruits, 2,7% et en viande, 1,7%. Et au travers de ces chiffres, ce que je veux vous illustrer, c'est une problématique qui est très forte aujourd'hui, qui est celle de l'autonomie alimentaire des territoires. Et je pense qu'à cette problématique d'autonomie alimentaire, à savoir à Paris, si on coupe l'approvisionnement des supermarchés, en 4 jours, il n'y a plus rien dans les rayons. Et bien à cette problématique, l'agriculture est une réponse. Ce n'est pas la seule réponse du tout, j'espère que vous retiendrez bien ça. Mais c'est une réponse possible à ces problématiques d'approvisionnement alimentaire des territoires et qui est un enjeu particulièrement fort à Paris, où justement on a perdu tous ces maraîchers qui produisaient en bordure d'Île-de-France et on a perdu beaucoup de productions qui ne sont plus tournées vers le territoire, mais plus vers l'extérieur. Voilà. Bon, je pense que j'ai l'impression de beaucoup trop parler, mais c'est un peu le jeu. Ok, donc je vous ai parlé de ce que c'était un petit peu que l'agriculture urbaine, que c'était rien de nouveau. Et maintenant, ce que je souhaite faire, c'est vous illustrer un petit peu des exemples concrets pour vous montrer un peu de quoi je parle. Je vous ai mis ici, justement, je vous disais tout à l'heure, diversité de formes et de fonctions. Je pense que là, rien qu'avec ces photos qui vont du Caire à Singapour, en passant par Gaza et par Paris, et Montréal, on voit bien qu'il y a une diversité de systèmes et de cultures extrêmement importante, une diversité de formes extrêmement importante. Et donc, pour commencer, je vous emmène à Singapour, et donc avec une entreprise qui s'appelle Sky Greens. Et avant de vous présenter ça, est-ce que certains d'entre vous savent ce que c'est, et ça c'est une vraie question, savent ce que c'est que l'hydroponie? Alors, vas-y. Alors, c'est mettre de l'eau. Et c'est un truc avec l'irrigation. Ça me paraît encore un peu vague. Ouais. Est-ce qu'on utilise du sol ou pas? Non. Ok, vas-y. S'il vous plaît. Ok, on reviendra sur le meilleur possible, mais oui, en effet, la définition était, j'aurais pas pu faire mieux. Et je vous avais mis justement une petite image pour ça, c'est qu'en effet, le concept de l'hydroponie, c'est qu'on n'utilise pas de sol, on utilise uniquement, c'est des substrats minéraux, donc c'est soit de la fibre de coco, soit de la laine de roche, et comme vous l'avez dit, on apporte avec de l'eau, on mélange l'eau avec de l'engrais, et cet engrais contient donc les sels minéraux, tous les nutriments qui sont nécessaires à la croissance de notre plante. C'est un système qui marche bien, qui produit énormément, parce que du coup on maîtrise parfaitement tout ce qu'on apporte à la plante, et du coup on subvient à ses besoins. Le problème de ce système, c'est que justement, on utilise petit 1 des engrais, et qui sont des engrais chimiques pour le moment, parce qu'on n'arrive pas à utiliser d'autres types d'engrais. Donc concrètement, ces engrais chimiques, ils demandent des ressources qui sont non renouvelables pour être produits. Et deuxième chose, en général, je ne sais plus si je vous ai mis un exemple ici, mais on fait une culture qui est sous serre, ou sinon au Japon, ils font beaucoup aussi de culture avec des lumières artificielles. Et donc potentiellement, on a des projets qui peuvent être extrêmement énergivores derrière, demander beaucoup d'énergie pour faire pousser ces quelques plantes. Ouais, attends, je vais juste repasser là-dessus. Et justement, à Singapour, donc eux, ils n'utilisent pas de lumière artificielle, mais ils se sont implantés sur des toits, des toits en l'occurrence d'entreprises. Et ils ont mis en place un système de rotation sur 10 mètres de haut où ils font pousser des laitues sur un substrat. Là, en l'occurrence, c'est de la laine de roche. Et donc, comme on l'a dit, à chaque fois, ils apportent pile poil, ils essaient d'apporter pile poil la quantité d'éléments nutritifs dont a besoin la plante. Et leur roue est quand même plutôt bien faite, étant donné qu'elle circule à une vitesse donnée pour que chaque salade reçoive la même dose de lumière par jour et la dose de lumière dont elle a besoin.
Et pourquoi ils sont implantés à Singapour? Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais là-bas, ils ont des problématiques de sécurité alimentaire encore plus importantes que nous, étant donné qu'ils ont très très peu de surface cultivée accessible. Et donc, cette entreprise a eu un gros succès dès le début et a choisi de distribuer ses produits principalement à des restaurants, et d'où la petite fourgonnette que vous voyez derrière, et ça marche très bien. À l'heure actuelle, ils en sont à leur 3e toit commercialisé là-bas. Ok. Oui, après je veux bien montrer. Autre exemple de culture en hydroponie, c'est à Montréal. Donc à Montréal, c'est une entreprise qui s'appelle Loufa Farm. Et ils ont maintenant 3 toits, mais là à l'époque ils en avaient 2, un qui a été construit en 2011 et un qui a été construit en 2013. Et ce que je trouve très intéressant dans l'exemple de la Loufa, c'est que le premier, vous me direz c'est intéressant, mais ils produisent que de la laitue. Sauf que ici, à la Loufa, dès le début, ils se sont mis dans une optique, non pas de distribuer ça à des restaurants, mais de distribuer ça à des particuliers sous forme de panier. Ça ressemble un petit peu aux AMAP, mais c'est pas la même chose. AMAP, vous savez ce que c'est? Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. J'ai toujours du mal. Donc concrètement, c'est un système où vous vous dites à un maraîcher, je vous achète les paniers sur l'année, et chaque semaine, vous allez me donner un panier de légumes, ou alors c'est à la semaine, mais voilà, vous prenez un engagement avec un producteur de légumes. Et donc concrètement, eux, ils ont pris système de panier, et ce que je trouve bien dans leur système, c'est que du coup, ils ont développé un bon nombre de cultures, et pas seulement des laitues ou choses comme ça, mais également des laitues. Et ce qu'ils se sont aperçus, c'est qu'en fait, sur le panier qu'ils donnaient aux gens juste en produisant avec leur serre, ils n'avaient pas assez de produits, c'était pas assez diversifié. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait association avec tous les maraîchers qui étaient autour, enfin avec un certain nombre, pas tous, je m'emballe un peu dans ma présentation, avec un certain nombre de maraîchers qui étaient autour pour compléter leur panier en termes de pommes, en termes de pain, en termes de miel, tout ce qu'eux ne pouvaient pas produire. Et si tant est qu'à l'heure actuelle, ils produisent finalement que 20% de leur panier avec les serres, et le reste, c'est avec des associations de personnes qui ont un verger, qui ont une boulangerie, etc. etc. OK ? Allez, changement de système de culture. On sort de l'hydroponie. Cette fois-ci, on est à New York. Et on est sur un système qui cultive quasiment sur de la terre, sauf que ce n'est pas vraiment de la terre. Ils cultivent, eux, sur ce qu'on appelle de la pouzzolane. C'est une roche volcanique. Vous avez déjà dû en voir si vous êtes allé en Auvergne ou sur des îles volcaniques. C'est utilisé parce que c'est très léger comme roche. Et ils mélangent ça avec du terreau. Je pense que vous savez tous à peu près ce que c'est que le terreau. Le terreau, ça vient d'écosystèmes qui s'appellent des tourbières, et c'est mélangé en général avec un peu de compost. En gros, c'est de la terre très fertile. Et donc, ils mélangent cette pouzzolane avec ce terreau, ils cultivent directement dessus. Et au tout début, l'association qui s'appelle la Booking Grange voulait cultiver sur ce toit qu'ils ont eu et vendre les légumes et vivre de ça. Sauf qu'ils se sont aperçus qu'au final, ils n'arrivaient pas à vivre de la seule vente des légumes. Et donc, dès 2011, ils sont mis à avoir 2 autres sources financières. La première, c'était pédagogique. Ils ont fait payer des visites pour des écoles et autres. Et deuxième chose, c'est qu'ils ont fait de l'événementiel, d'où la photo en bas, avec la jeune dame en robe blanche. C'est qu'en fait, ils louent le toit concrètement pour des mariages ou choses comme ça. Et ça me permet de vous illustrer quelque chose qui est le modèle économique à l'heure actuelle est une des questions clés en agriculture urbaine. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de projets qui se développent, mais se pose la question de leur viabilité économique au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que beaucoup de projets, initialement, veulent faire uniquement de la vente de légumes et de la production de légumes. Et en fait, beaucoup se tournent vers la ville et développent cette fameuse multifonctionnalité de l'agriculture urbaine, à savoir, ils ont également une activité pédagogique, une activité en événementiel, une activité, etc. etc. OK ? Et autre fonction dont je vous ai parlé, mais qu'ici je peux vous l'illustrer plus concrètement, c'est que la Booking Grange, ils ont eu accès à un deuxième toit à partir de 2012 qui fait 6000 m². Et ce deuxième toit, la mairie de New York leur a donné en fait $600 000 au titre de ce qu'on appelle un service écosystémique. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout ? Un service écosystémique, c'est un bénéfice qu'on va pouvoir retirer de l'environnement. Par exemple, quand je marche dans une forêt, cette forêt, elle va stocker du carbone, elle va produire des arbres, ou elle va retenir de l'eau, etc., etc. Et chaque retenir de l'eau, stocker du carbone, produire des arbres, ça va être un service qu'on va retirer du fonctionnement de l'environnement. Et ici, le service pour lequel a payé la mairie, c'est le service de rétention d'eau, parce que cette toiture, il y a un sol dessus, et ce sol, il va retenir de l'eau. Et donc, c'est une eau qui ne va pas ruisseler dans le milieu urbain et qui ne va donc pas être un problème derrière. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est un problème si l'eau ruisselle dans le milieu urbain ? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ? Ouais.
Oui, ça c'est la première chose, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu d'imperméabilisation, c'est-à-dire concrètement tous nos sols ils sont remplis de goudron et du coup l'eau va pouvoir va pouvoir alimenter des rivières et en cas de forte pluie, en effet, ça va pouvoir faire des crues ou choses comme ça. Une autre idée? Oui, donc alors toujours un peu cette problématique de rétention d'eau liée aux crues éventuelles, etc. et inondations. L'autre chose que je voulais vous faire dire, c'est qu'une eau en milieu urbain, quand elle va ruisseler sur une route, potentiellement elle va se charger en polluants. Et plus une eau va ruisseler, plus en milieu urbain, plus elle va potentiellement être avec des quantités importantes de plomb, etc., etc. Et donc on cherche en général à ce que cette eau, elle reste au maximum à l'endroit où elle tombe et elle s'évapore à cet endroit-là, ou en tout cas qu'elle serve à cet endroit-là directement. Et c'est donc au titre de ce service que la mairie de New York a payé et a financé ce toit qui a donc été développé en 2012. Ok, dernier exemple qui me permet d'illustrer un dernier système de culture qui est l'aquaponie. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'aquaponie? Ouais, mais qu'est-ce qui est parti? Comment est-ce qu'on les fait pousser du coup dans l'eau? Ouais, mais si tu mets juste, si tu fais le test chez toi là en rentrant et que tu mets dans ta baignoire tes plantes, pourquoi est-ce qu'elles vont pas pousser? Voilà, donc bon, des sels minéraux ou choses comme ça, plus que des vitamines. Mais tu peux leur donner de la vitamine C, mais je suis pas sûr que ça marche très bien. Mais en l'occurrence, l'aquaponie, ça ressemble un petit peu à l'hydroponie, mais c'est ce que tu as dit. Concrètement, les plantes, elles sont sur l'eau. Est-ce que j'ai encore votre attention? Oui. On va dire que oui. Oui, j'ai encore votre attention. C'est la même chose que l'hydroponie dans le sens où elle ne pousse pas avec du sol, mais elle ne pousse pas non plus avec de la laine de roche ou de la laine minérale. Elle pousse, comme tu l'as dit, uniquement dans l'eau. Et comment est-ce qu'elles font pour avoir des nutriments? Les nutriments, ils leur sont donnés par les poissons et concrètement par les déjections des poissons. Donc dans ce système, vous nourrissez les poissons et après, vous n'avez plus rien à faire. Donc vous nourrissez les poissons, ils font leur déjection et ensuite l'eau, elle est pompée, elle va vers les plantes. Et ces déjections, en fait, elles sont très riches en nutriments, en nourriture pour la plante. Et la plante va vous filtrer cette eau, va extraire tous les nutriments de l'eau et ensuite cette eau va revenir aux poissons. Et les plantes sont un élément indispensable du système, j'arrive tout de suite, parce qu'elles permettent justement de filtrer cette eau. Si on laissait les poissons tout seuls, ils finiraient par s'asphyxier eux-mêmes du fait de leurs déjections qui sont très riches en nutriments, etc. Oui. Pourquoi ils font pas tout ça? C'est pas forcément le plus simple. Par contre, je trouve que c'est l'un des plus efficaces. Mais techniquement, c'est difficile à mettre en place. Et notamment, un des soucis, c'est que la nourriture pour les poissons est pas forcément facile à trouver, petit 1. Et petit 2, est chère et ensuite a un impact assez important pour être produite. Donc c'est un système qui à l'heure actuelle n'est pas totalement au point et justement à l'heure actuelle on tente de nourrir avec d'autres choses alternatives aux nourritures habituelles pour les poissons. Oui. Pourquoi implanter cette forme-là? Pourquoi implanter cette forme-là? Parce que ça, c'était un programme de l'ONU avec la ville de Milan. L'idée, c'était de diversifier un petit peu le bol alimentaire des gens et des ressources auxquelles ils avaient accès. Et en l'occurrence, les gens n'ont pas forcément accès, même si ça peut paraître bizarre, à beaucoup de poissons, de choses comme ça, on n'a pas forcément moyen d'en acheter. Et du coup, c'était un des systèmes les plus efficients pour leur fournir à la fois des protéines animales et des légumes. Et en l'occurrence, pourquoi est-ce que du coup ça marchait? C'est que l'ONU leur fournissait tout ce qui était nutriments pour les poissons. Mais l'exemple là que je vous donne, c'est un exemple d'un monsieur qui s'appelle Abou Ahmed et je pense que c'est un des cas les plus réussis du projet. Mais lui, il a implanté ça sur tout son toit et ce qu'il disait à la fin, c'est qu'il arrivait à une autonomie presque alimentaire sur toute l'année pour sa famille. Mais je trouve que c'est un exemple intéressant parce que vous voyez que sur des territoires comme ça, très denses, il y a une pertinence très forte à réintroduire de l'agriculture urbaine sur des zones qui ne sont pas forcément utilisées. Ok. Bon, si je ne vous ai pas encore perdu, que vous n'êtes pas dit que je suis complètement fou et pas très intéressant à vouloir faire pousser mes choux, je vais vous parler quand même un tout petit peu d'à côté de chez vous parce que je l'ai sous-entendu tout à l'heure, mais je travaille dans une équipe qui s'appelle Agriculture Urbaine et on s'intéresse à Paris. Moi, je m'intéresse donc au potager sur les toits, mais j'ai des collègues qui travaillent sur les fermes urbaines qui sont en train de se développer à Paris. Et je voulais quand même vous illustrer un peu ça au travers de 3 exemples. Le premier, c'est l'hôtel Pullman qui est situé à côté de la Tour Eiffel et qui a été construit par une entreprise qui s'appelle Topager, qui est née d'ailleurs du projet de recherche que je vais vous présenter tout à l'heure et sur lequel je travaille. Et ils ont fait ce potager sur une commande de l'hôtel qui voulait un espace agréable pour ses clients, qui voulait un espace qui produise pour sa cuisine et qui voulait également un espace de détente potentiel pour les clients les plus aisés.
Et donc pour ça, ils ont mis en place au milieu de cette cour, qui est donc à 2 pas de la Tour Eiffel, ce potager qui est sur un petit toit et qui sert à nourrir un petit peu les cuisines, mais principalement d'agréments paysagers. Oui. Alors, d'un point de vue général, je ne pourrais pas répondre. Sur ce potager-là, en l'occurrence, c'est les cuisiniers et des personnes de l'entreprise Topager qui sont payés pour, comme les gens qui viennent entretenir des espaces verts ou choses comme ça. Bah, c'est une très bonne question, je vais vous en parler un peu tout à l'heure, mais c'est une des questions sur lesquelles on recherche à l'heure actuelle, parce qu'on ne connaît pas tant de choses que ça. Nous, ce qu'on a réussi à montrer sur le toit où je travaille, c'est qu'on avait en fait relativement peu de polluants, et le peu de polluants qu'on avait venait pas forcément de l'air, et venait plutôt du sol. Ce que je vous dis au niveau juste pour répondre complètement du coup à la question des polluants, donc le peu venait plutôt du sol que de l'air, mais c'est une question qui reste à traiter parce qu'il y a un rang de polluants extrêmement important, et notamment nous ce qu'on a encore du mal à comprendre pour le moment, c'est l'effet de la hauteur, c'est-à-dire être sur un toit, ça potentiellement ça diminue le taux de polluants, mais comment, dans quelle mesure, et ça on a encore du mal à comprendre, et il y a un autre facteur qu'on n'explique pas très bien encore, c'est celui de la proximité avec un axe routier. C'est qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas déterminer précisément à quelle distance ça va être sûr de pouvoir cultiver, à quelle distance je vais avoir beaucoup de dépôts atmosphériques de la route, etc. etc. Donc c'est des recherches qu'on cherche à mener à l'heure actuelle. Deuxième exemple, complètement différent. Il faut que j'accélère, je parle trop. Très bien, je vais aller un petit peu plus vite. Deuxième exemple, très rapidement, complètement différent, parce qu'il est situé dans un collège. Il est mené par une association qui s'appelle Veniverdi. Et cette association, en fait, ils ont fait un partenariat avec le lycée qui leur fait entretenir tous les espaces verts pour les faire tourner en espaces verts qui produisent de l'alimentation. Et l'idée, c'est que la personne qui s'occupe du potager, elle le fait avec les élèves et elle le fait avec des classes qui ont du coup des ateliers pratiques de découverte de comment est-ce qu'on cultive, etc., etc. Dernier exemple, et après j'en ai fini pour cette partie-là, c'est une entreprise qui s'appelle Upcycle et qui cultive sur du marc de café. Concrètement, ils récoltent le marc de café des machines automatiques où vous prenez votre petit café. Et derrière, ils vont mettre ce qu'on appelle du mycélium, c'est-à-dire c'est la structure du champignon. Et ils vont faire pousser dans les caves à Rungis ce marc de café qui a entouré la pellicule blanche, c'est le champignon. Ils vont faire pousser le champignon, ils le vendent directement à Rungis. Et ensuite, une fois que c'est ce que vous allez voir ensuite, mais une fois que cette culture est finie, nous, on s'en sert dans notre potager comme sol. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils n'arrivent plus à produire des champignons avec ou plus assez. Et donc, nous, on s'en sert en tant que sol et on étudie justement en quoi ça peut être un bon sol pour nos plantes. OK ? Bon, je vais vous parler quand même un petit peu plus de mon sujet spécifiquement. Et avant ça, je voulais déjà, petit 1, vérifier que vous m'aviez un petit peu écouté. Et petit 2, vous parler un peu plus de sol. Et pourquoi est-ce qu'on cherche, vous avez dû entendre parler peut-être à Paris de pieds d'arbres où on cherche à remettre des plantes, d'espaces où on recherche à remettre de la nature. Et ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on cherche à remettre comme ça du sol et des plantes en ville ? Et donc, quel est selon vous le rôle du sol en ville ? Parce que si le sol ne sert à rien, entre guillemets, si on parle de cette hypothèse, on pourrait se dire qu'on peut très bien implanter des immeubles partout et que ça ne serait pas une problématique. Normalement, au vu de notre discussion avant, vous avez déjà 1 ou 2 éléments de réponse. Très bien. Donc stockage de carbone potentiellement, ce qui est utile dans cette période de réchauffement climatique et de changement climatique. Parfait, j'ai rien à vous apprendre. D'autres idées ? C'est-à-dire produire du coup des aliments ou choses comme ça. En effet. Fonction de support de production. Encore une idée ? Ouais, donc ça c'est toujours sur l'idée de support de production, mais en effet c'est une opportunité de réduire le coût des transports et de produire à proximité. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres idées ou... Ok, et ben donc les fonctions, vous en avez déjà dit la plupart. La première c'est donc celle de retenir de l'eau, celle d'infiltrer l'eau et de permettre que cette eau n'aille pas inonder, ruisseler, etc. comme je vous l'ai dit. Petit 2, c'est celle, comme vous l'avez dit, de produire, mais pas produire seulement au sens produire des légumes comestibles, mais tout simplement faire pousser des plantes. Petit 3, vous l'avez dit aussi, ces plantes, pour pousser, elles vont
absorber du carbone, donc potentiellement stocker du CO2, et le sol dans lequel elle pousse, il va également stocker du carbone potentiellement. Petit 4, on infiltre de l'eau, mais on l'évapore également. Et vous avez peut-être entendu parler de quelque chose qui s'appelle l'îlot de chaleur urbain. C'est-à-dire qu'en général, vous avez déjà dû faire l'expérience, mais à Paris, il fait plus chaud que par exemple juste dans la proche banlieue, ou en tout cas dans la campagne environnante. Ça, c'est lié au fait que justement on a assez peu d'évaporation, et le fait que les végétaux évaporent, c'est une opportunité pour refroidir le milieu autour de nous. Et petit 5, fonction qu'on a tendance à oublier, c'est que c'est également une opportunité pour un bon nombre d'espèces. Bon, je vous ai mis la taupe, mais ce n'est pas forcément un bon exemple. Mais pour bon nombre d'espèces, de s'implanter, de faire leur cycle de vie. Et ces espèces, pourquoi est-ce qu'on veut qu'elles s'implantent? Parce qu'elles ont des fonctions au sein de votre écosystème et elles vont permettre justement que vos plantes elles aient accès à de la nourriture, elles vont permettre à votre sol d'être fonctionnel et elles vont avoir un certain nombre de rôles et donc elles sont indispensables au bon fonctionnement de votre sol et de vos plantes. Et donc c'est également une opportunité pour en réimplanter. Et petit 6, une fonction qu'on a tendance à oublier, et je vous l'ai illustré au travers d'un très beau bonhomme, mais c'est la fonction paysagère tout simplement. C'est des espaces qui sont agréables, dans lesquels on aime se balader. Donc il y a une fonction paysagère, je pense que vous avez tous vu en été, les gens qui se ruent vers les parcs. Il ne faut pas oublier que c'est également une fonction et un attrait de ces espaces. Bon, et justement, l'idée des toits productifs, pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse? Petit 1, parce que justement en ville, on a un manque de foncier, on a assez peu d'espace disponible au sol. Et les toits, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des espaces qui sont relativement importants. On estime que les toits, c'est jusqu'à 32% de la surface horizontale d'une ville. Et à l'heure actuelle, les toits, c'est majoritairement des espaces perdus. Il n'y a rien sur un toit en général. Il y a juste les équipements techniques, mais il n'y a pas de panneaux solaires, il n'y a pas de potager, il n'y a pas de toiture végétalisée, il n'y a rien. Donc c'est des espaces qui sont en nombre assez important et qui donc peuvent être une opportunité pour développer les espaces végétalisés. Et petit 2, ça va donc être... Certains bâtiments sont des lieux de vie pour des personnes et donc on va pouvoir reconnecter ces personnes avec des espaces de nature directement en implantant ça sur leur toit. Bon, donc partant de ça, vous pouvez vous dire, c'est bon, avec les toits productifs, on a tout gagné. On a la solution un peu miracle. Ouais, j'aime bien les Simpsons, je suis désolé. Et c'est la solution miracle. On a tout. Sauf que bon, implanter des potagers sur les toits, ça pose quand même quelques questions. Et ça pose quelques questions très importantes. La première, c'est déjà qu'est-ce que je vais cultiver? Ensuite, sur quoi je vais cultiver? Parce que si je ramène du sol qui vient du sud de la France, peut-être que du coup, mon bilan en termes d'impact carbone, par exemple, ne va pas être très bon. Ensuite, on l'a un peu abordé, quel résultat et quel risque? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais produire? Est-ce que je vais produire vraiment de manière importante? Est-ce que ce que je vais produire ne va pas être chargé en plomb ou en cadmium ou choses comme ça? Comment est-ce que je vais cultiver? Comment est-ce que je vais gérer mon espace? Et est-ce que ce potager il va durer dans le temps? Parce que c'est bien beau d'avoir une serre ou un potager qui produit énormément la première année, mais qu'est-ce qui va se passer la deuxième, la troisième année, la quatrième année? Et pas seulement en termes de production, mais également en termes de gestion. Est-ce que les gens vont s'approprier cet espace? Est-ce qu'ils vont être intéressés par ça, etc. etc. Donc là, c'est le moment de ma présentation où vous devez vous poser pas mal de questions et vous dire « Waouh, ce sujet est quand même pas mal. Il y a quand même quelques questions. » Bon, je ne sens pas un enthousiasme fou, mais on va continuer quand même. Sur quelques-unes de ces questions, ma thèse a choisi de se concentrer sur quelques-unes de ces questions. Je suis toujours ici, au cas où vous me cherchez. La première, c'est quels avantages on va pouvoir espérer de ces toitures. Je vous ai parlé de rétention d'eau, je vous ai parlé de stockage de carbone, tout ça c'est bien beau, mais il y a un moment donné, il faut le quantifier pour savoir concrètement, à partir de ce système, qu'est-ce qu'on peut espérer. Petit 2, vous allez le voir, nous on a choisi de n'utiliser que des déchets comme sol, à savoir du compost, du marc de café, des résidus de tonte de gazon, de branches, de l'abri concassé, etc., etc. Ça c'est très bien, mais comment est-ce qu'on refait un sol à partir de ça et comment est-ce qu'on fait un sol qui marche à partir de ça? Donc ça c'est les deuxièmes grandes catégories de questions. Et petit 3, on a voulu mettre des vers de terre parce qu'on sait que les vers dans les sols c'est très utile. Et donc on a voulu les mettre dans nos systèmes, mais quid du rôle de ces vers? À quoi est-ce qu'ils servent dans nos systèmes à nous, qui sont si particuliers? Je vous rassure, je vais vous parler que de la première partie et pas de tout. Bon, donc ça c'est le toit où je travaille, donc, qui est situé donc, dans le 5e arrondissement de Paris. Et c'est un potager qui a été développé dès 2012 avec l'idée de tester donc, la faisabilité de la culture sur les toits. Concrètement, c'est des personnes qui s'interrogeaient en se disant on entend parler de culture, mais on aimerait bien nous tester ça et tester ça avec des scientifiques. Et donc en 2012, ils ont choisi d'implanter un projet pilote. Et ils ont démarré avec une philosophie, un cahier des charges. Cahier des charges plus qu'une philosophie, mais c'est quand même un peu une philosophie derrière. C'est de n'utiliser, comme je vous l'ai dit, que des déchets de la ville,
à savoir dans l'idée que les gens puissent cultiver sur les déchets qu'ils produisaient. Vous avez des épluchures de légumes que vous produisez sans cesse, du marc de café, vous produisez bon nombre de déchets durant l'année. L'idée, c'est d'utiliser une partie de ces déchets et de cultiver directement dessus. Deuxième chose, ça a été de ne pas utiliser de pesticides et d'insecticides. Ça, c'est pour plusieurs raisons, mais la raison majeure, c'est qu'on sait la toxicité de ce type de produit. Et on sait que du coup, en les utilisant, on va dégrader la qualité des aliments qu'on va produire. Et deuxième raison un peu mineure, c'est qu'en ville, il y a un certain nombre de plans qui vous interdisent justement l'utilisation de ces produits-là. Et donc, on s'est dit, tant qu'à faire de développer des toits potagers, autant que directement, ils respectent ces réglementations-là. Et on a choisi aussi de ne pas utiliser d'engrais chimiques parce qu'on ne voulait pas que dans notre système, on ait besoin de recourir à des produits qui nécessitent des énergies non renouvelables pour être produits. Voilà, donc comme je vous le disais, nous pour faire notre sol, on a utilisé que des déchets de la ville et je vous donne 3 exemples de ce qu'on utilise. En haut à gauche, vous avez vos déchets, les épluchures de cuisine comme vous faites à manger tous les soirs, je n'en doute pas. Deuxième type de déchets, des tontes de gazon ou choses comme ça. Troisième, de la brique concassée. Et quatrième, on a aussi utilisé du marc de café. Rappelez-vous juste que c'est du marc de café particulier vu qu'il a servi à faire pousser les champignons avant. Donc c'est un déchet entre guillemets de seconde génération. Oui, pardon. C'est une très bonne question et c'est pour ça que, en fait, notamment sur le compost de biodéchets en haut, à l'heure actuelle, on utilise un compost qui ne vient pas directement de la ville de Paris parce qu'à Paris, on ne sépare pas les épluchures. Et du coup, il nous vient de Nantes parce que c'était à Nantes qu'on a pu trouver ce compost-là. Mais nous, en fait, on ne travaille pas directement sur la formation de la collecte du tri et le fait de faire du compost. Nous, on travaille avec le compost, le produit fini. Mais ce qu'on veut aussi, un des espoirs que j'ai, entre guillemets, au travers de nos recherches, c'est aussi que ça permette d'encourager les collectivités à faire ce tri parce que derrière, on produit un sol, vous allez le voir, qui est très riche, très intéressant pour produire. Et donc, on a tout intérêt à trier ces déchets parce que ce n'est pas des déchets, justement, mais ils ont une valeur et qui doivent être triés pour ne pas être mélangés au reste. C'est surtout que ça serait moins coûteux en termes de bilan environnemental. Nous, c'est pas très gênant parce qu'on est juste sur un toit, mais si on imagine des toits potagers à plus large échelle, il vaut mieux utiliser un compost qui vient de Paris plutôt que de le faire venir de Nantes. C'est pour partie parce que c'est cher, pour partie parce qu'il y a des contraintes, pour partie parce que les gens ne connaissent pas forcément l'opportunité d'avoir ça. C'est un ensemble de raisons. Si vous voulez, on y reviendra, mais c'est un ensemble de raisons, et notamment au niveau investissement et au niveau coût-bénéfice. À l'heure actuelle, bon nombre d'entreprises se disent que ce n'est pas la peine de franchir le pas, parce que ça ne va pas forcément être intéressant pour eux en tant que tel, et que ça va juste être un coût en plus sans forcément voir les à côté. Et c'est aussi un peu une des idées du travail de test, c'est qu'en quantifiant les avantages de ces toits, on va pas forcément. Le but, c'est pas de dire que ça vaut 10 €, mais c'est juste de mettre en avant le fait que ces toits, ils servent à beaucoup de choses, pas seulement à produire des légumes, mais qu'ils ont bon nombre d'opportunités, bon nombre de fonctions qu'on ne voit pas forcément au premier coup d'œil. Ok. Donc les grosses questions qu'on s'est posées, nous, dans le projet, c'était petit 1, est-ce que ça va être pollué? Petit 2, est-ce que je vais produire beaucoup? Et est-ce que je peux vraiment recréer un sol à partir de déchets? C'est l'objectif. En fait, si je vous, pardon, je me permets de, mais c'est l'objectif. Nous, si on l'a pris de Nantes, c'est simplement qu'on voulait travailler avec un compost dont la qualité était connue et qu'on n'avait pas accès en quantité suffisante à un compost qui était produit par des habitants. Mais le but à terme, nous, c'est de dire, regardez dans notre projet de recherche, on a fait ça, on a vu que ça marche, ou en tout cas de dire ça marchait, ça marchait pas, mais vous pouvez le faire chez vous de cette manière-là ou de cette manière-là. C'est pas, nous, on va pas créer un modèle parfait, mais le but, c'est aussi de dire aux gens que c'est possible de faire comme ça. Et que du coup, il y a une opportunité à trier leurs déchets, en faire du compost et à cultiver dessus. Ok, donc une fois que je vous ai posé un petit peu... Ouais, on va commencer là et ensuite là. Je vais faire passer les micros parce que sinon on va pas les entendre. Combien de temps il me reste juste pour être sûr de pas... C'est bon, on a encore... c'est bon. Parfait.
Je vais faire passer les micros parce que sinon on n'entend pas vos questions et du coup ça perd en pertinence. Qu'est-ce qui a pris la parole? C'était là-bas et là-bas. Il y avait 2 questions. Mais c'est bien que je sois pas le seul à parler dans un micro. Hein, c'est bon. Je veux juste savoir, parce que je trouve ça très intéressant le fait d'avoir une autonomie dans la ville et en milieu urbain, mais est-ce que produire tout ça dans une ville, ça n'a pas un impact justement sur les aliments vu que c'est dans un milieu qui est quand même très pollué et voilà. On va y revenir. Je vais vous parler de mémoire. Je suis quasiment sûr de vous avoir mis des résultats sur la pollution. Donc on va y revenir et on a déjà un tout petit peu abordé ce sujet là. Il y avait une question là. Ou alors le micro a... Non, on n'a pas découragé la question. Ouf. Laurie donne. Oui. Je voulais savoir, parce qu'il y a un film qui est sorti qui s'appelait Demain. Oui. Et dans lequel il mentionnait une nouvelle forme d'agriculture qui s'appelle la permaculture. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut joindre les deux, l'agriculture en ville, les fermes urbaines et la permaculture? Qu'est-ce que la permaculture? Alors, je ne suis pas un spécialiste de la permaculture, donc je vais botter en touche. L'idée de la permaculture, c'est de s'inspirer des principes du vivant. C'est globalement de dire les écosystèmes ils fonctionnent de telle manière et nous on va essayer de reproduire ça. Je dirais pas que nous on s'inspire directement de la permaculture, mais on a quand même certaines choses qui en découlent puisqu'on cherche à favoriser la vie des sols, on cherche à justement favoriser le bon fonctionnement de l'écosystème pour que notre système marche de lui-même. Mais oui, c'est une des solutions à la permaculture et à l'heure actuelle d'ailleurs beaucoup de gens sont inspirés par ça et implantent du coup le collège dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils sont partis au début de l'idée d'être dans une optique de permaculture et de cultiver en permaculture. Le seul problème avec permaculture, c'est que ça veut tout et rien dire, mais je pense que c'est quand même un mouvement qui peut en inspirer beaucoup et qui peut du coup permettre en effet l'implantation d'espaces productifs en ville. Mais le film Demain, je vous conseille de le voir. Je pense qu'il ne répond pas à toutes les questions, mais il est très intéressant par ailleurs. Moi, je voulais savoir, étant donné que sur un toit, le terrain est assez limité, est-ce que la végétation peut quand même se développer, sachant que c'est quand même, comme le terrain est par rapport bien plus limité que un espace naturel par rapport... Limité en termes de taille. Voilà. Oui. Alors, bon, ça déjà, c'est à pondérer dans le sens où le toit là, de l'agro, par exemple, il fait 600 mètres carrés. Ça, c'est pas énorme, en effet. Par contre, on a des toits qui commencent à arriver, des entreprises qui veulent les végétaliser, et ces toits, ils font jusqu'à 2 hectares. 2 hectares, ça fait 20 000 mètres carrés. Donc là, on commence à être sur des toits assez importants. Par contre, c'est vrai que c'est une vraie question, cette taille. Ça ne va pas restreindre en soi les végétaux qui vont pouvoir pousser en tant que tels. Par contre, ce que ça peut restreindre, c'est les espèces qui vont y habiter. C'est-à-dire que peut-être certaines espèces, certains animaux vont avoir besoin de beaucoup d'espace pour se disperser, pour faire leur cycle de vie. Donc ça ne va pas être un problème en tant que tel pour le côté production ou en tout cas des végétaux qui poussent. Par contre, peut-être pour certaines espèces vivantes, ça peut l'être. Et ça, c'est des choses qui commencent à être étudiées, à savoir qu'est-ce qu'on retrouve sur les toits en termes d'espèces donc de faune, quoi, concrètement. Et qu'est-ce qui structure, pourquoi est-ce qu'elles sont venues là, est-ce qu'elles arrivent à se maintenir, etc. etc. Nathalie a d'ailleurs fait partie d'un jury de thèse sur cette question-là. Elle pourra vous en parler si vous voulez tout à l'heure, mais c'est une des questions en tout cas qu'on investigue. Enfin, pas moi directement, mais parce que vous allez croire à la fin que je fais 300 trucs. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui. Bon, donc on se pose des questions. Maintenant, comment est-ce qu'on les teste? Eh bien, concrètement, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a choisi un modèle, à savoir un modèle très simple, un bac de culture. Et ce bac de culture nous sert comme étant ce qu'on appelle une unité expérimentale. C'est-à-dire concrètement, ce qu'on voulait tester au début, c'est savoir est-ce que je peux cultiver ou pas sur des déchets de la ville. Et ce qu'on a fait, c'est que du coup, pour ça, on a défini 3 traitements. Le premier, il s'appelle T1. En dessous, on a mis une réserve d'eau. Une réserve d'eau parce qu'on a voulu qu'il y ait de la pluie ou pas de pluie, nos plantes puissent avoir accès à un petit peu d'eau, même s'il ne pleut pas. Par-dessus, on a mis une couche de bois broyé. Et encore au-dessus, on a mis une couche de compost. Pourquoi est-ce qu'on a fait ces couches? On s'est inspiré en fait de quelque chose qui est fait dans les jardins et qui s'appelle la culture en lasagne. C'était quelque chose qui faisait beaucoup rire au moment du scandale sur les lasagnes, mais c'est plus le cas maintenant. Bref, et en fait c'est utilisé parce que concrètement chaque couche est censée apporter un type d'élément particulier. Par exemple, votre bois ici, il est censé apporter tout ce qui est plutôt éléments carbonés, et le carbone ça va servir à la structure de bon nombre d'éléments. Par-dessus vous avez une couche de compost. Le compost, lui, il va être censé amener tout ce qui est plutôt nutriments, tout ce qui est nourriture pour la plante. Autre rôle de votre couche de bois, c'est que vos racines, pour se développer, elles ont besoin d'air. Les racines, elles respirent. Si vous n'avez pas d'air, les racines, elles meurent.
Et donc concrètement, le bois est censé vous apporter des éléments carbonés et également une aération de l'air pour vos racines. Ok, donc on fait des couches parce que chaque couche apporte quelque chose en particulier. Premier traitement. Deuxième traitement, on a mis des vers de terre parce qu'on voulait savoir qu'est-ce qu'allaient faire ces vers sur nos systèmes. Et ensuite, en général, dans une expérience, on a un témoin. On compare à quelque chose, pas toujours, mais la plupart du temps, on compare à quelque chose. Ici, ce témoin, on a pris un témoin qui est un terreau. Pourquoi est-ce qu'on a pris un terreau? Petit 1, parce que c'est ce qui est utilisé par beaucoup de gens, par beaucoup de jardiniers. Et petit 2, parce que d'un point de vue environnemental, le terreau, il pose un certain nombre de problèmes. À savoir, je vous l'ai dit, le terreau, il est défini comme utilisant de la tourbe. La tourbe, ça vient d'écosystèmes qui s'appellent des tourbières. Et en fait, concrètement, les tourbières, c'est des milieux humides et qui sont indispensables pour tout ce qui est filtration de l'eau, épuration de l'eau et vie d'un certain nombre d'espèces. Et en fait, on détruit toutes ces zones humides pour faire du terreau. Et sauf que ce terreau, il met des milliers d'années à se former. Pour vous donner un ordre d'idée, 1 cm de tourbe, ça met 100 ans en moyenne. Donc on détruit en quelques années des écosystèmes qui ont mis des milliers d'années à se former et qui sont donc indispensables. Et on s'est dit que c'était donc un témoin intéressant parce que ce témoin nous permettait de comparer à quelque chose qui se fait et qui pose des problèmes d'un point de vue environnemental. Bon, mais est-ce que si je mets juste comme ça 3 bacs, est-ce que vous pensez que je vais pouvoir dire « Ok, ça marche mieux que ça marche moins bien ». Qu'est-ce qu'il va me falloir? Parfait. Donc il va falloir plusieurs de chaque, à savoir des réplicas. C'est-à-dire que chaque traitement, là, il avait 3 réplicas, j'avais 3 bacs identiques, de manière à voir si ce que j'observe sur ce bac-là, c'est pas juste un problème quelconque que j'ai eu, ou si vraiment c'est quelque chose que je constate sur les 3 bacs. Et donc à chaque fois, on va avoir un certain nombre de réplicas, de manière à voir si l'effet qu'on observe est bien là, ou si c'est juste un artefact. Dernière chose, on a mis sur nos bacs des bidons. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir, j'ai de la pluie qui arrive, combien est-ce que mon bac va retenir d'eau. Donc ça, dès que ça va déborder de la réserve d'eau, on collecte le bidon, on le pèse. Ça nous permet de savoir combien d'eau a été retenue. Et deuxième chose, ça nous permet de savoir, ok, cette eau, elle est passée au travers de notre sol, mais maintenant, quelle qualité elle a? Est-ce qu'il y a des polluants dedans ou pas? Est-ce qu'il y a des éléments minéraux? Est-ce que j'ai perdu des choses? Est-ce que cette eau, je peux la boire directement ou pas? Donc on s'est intéressé à la quantité d'eau perdue, à la qualité d'eau. Et pour ça, on a mis des bidons. Ok, on est parti sur quelque chose de très simple au tout début, parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup de moyens humains et financiers, et aussi parce que c'était des légumes modèles. On est parti entre mars et mai, juin, on mettait des salades dans les bacs. Entre mai, juin et mi-octobre, on mettait des tomates. Et ensuite, on met ce qu'on appelle des engrais verts, c'était du trèfle et du seigle. Ça, c'est une culture d'hiver qui permet de laisser le sol un peu se reposer, entre guillemets, et surtout d'avoir moins de boulot pour nous. Et je vous dis que c'est des légumes modèles parce que la salade, en termes de pollution, elle est intéressante parce que sur ces feuilles, beaucoup de polluants vont pouvoir se déposer. Et du coup, c'était un bon modèle pour nous, entre guillemets, dans le sens où on se disait que on se dit toujours que la salade peut montrer une pollution qui n'est pas forcément visible sur d'autres. Par exemple, la tomate, qui est un légume fruit, elle a une surface de dépôt qui est très faible et elle concentre assez peu les polluants dans les tomates, alors que la salade va transférer beaucoup plus. Je ne sais pas si je suis clair, mais si jamais, vous me poserez une question. Ok. Bon, et donc, concrètement, moi, mon travail, ça a été de travailler sur la quantification de ces fonctions et pour partie, donc, de peser beaucoup des légumes, à savoir des salades et des tomates. Et nous, ce qu'on a réussi à montrer sur notre toit, c'est que lorsqu'on n'utilisait que les déchets de la ville, qui ne sont plus des déchets du coup, mais que des produits qui viennent de la ville, en tant que sol sur un toit potager, on arrivait à une production, à ce qu'on appelle un rendement, qui était équivalent à celui d'un maraîcher biologique pour la même succession de cultures. C'est-à-dire qu'un maraîcher bio qui va faire aussi salade et tomates, dans les mêmes conditions que nous, à savoir en plein air, il va produire la même quantité à peu près que nous. Ça, c'est intéressant, mais ce n'est pas intéressant pour dire que du coup, dès demain, on peut remplacer tous les maraîchers et on peut produire sur tous les toits de Paris pour tout Paris. C'est intéressant parce que ça montre que même sur petite surface comme ça, on va arriver à produire des légumes de manière importante, même lorsqu'on n'utilise que des produits qui viennent de la ville. Ok ? Oui. Deuxième chose à laquelle on s'est intéressé, c'est que notre toit, j'ai failli vous mettre Bob l'éponge et après je me suis dit que ce serait quand même pas terrible. Donc je vous ai juste mis une éponge et Monsieur Patate parce que j'avais quand même envie d'avoir un côté un peu marrant, enfin pour moi au moins. Donc je vous l'ai dit, ce toit, il peut servir, un de ses rôles, ça peut être de faire éponge. Et donc nous, dans nos petits bidons, on a collecté l'eau et ce qu'on a réussi à montrer, c'est qu'on arrive à retenir jusqu'à 74 à 81% de l'eau qui arrive. C'est-à-dire concrètement, j'ai de la pluie qui arrive et je vais en retenir 81%.
Ça vous parle pas comme ça, mais c'est des performances qui sont équivalentes à des toitures végétalisées qui ne servent pas à produire des aliments. Et c'est un élément intéressant parce que du coup, ça permet de dire si vous implantez 4000 m² de ce type de toiture, vous pouvez espérer retenir tant d'eau de telle manière, etc., etc. Donc une fonction d'éponge qui est... attends, juste un dernier truc. Une fonction d'éponge qui était très bien, qui était donc importante et qui était de plus en plus importante, enfin, qui était, pardon, plus importante lorsqu'on rajoutait les vers de terre. C'est-à-dire ce qu'on a constaté, j'arrive tout de suite, ce qu'on a constaté, c'est que lorsqu'on met des vers dans nos bacs, ils vont augmenter la capacité de rétention de notre sol et donc ils vont retenir plus d'eau et en plus ils vont permettre, et en général, ils accroissent la production de légumes. Donc les vers avaient un effet bénéfique sur certains paramètres dans notre système. Oui, sur la question des inconvénients, oui, potentiellement, on va y venir. Vous voulez que la question soit au micro ou... D'accord. Alors, la question, c'était juste de savoir, est-ce qu'il n'y a pas des... Parce que c'est vrai que je suis bien mignon à vous présenter que les avantages des toits potagers, mais est-ce que ces toits n'ont pas des désavantages? J'ai bien retranscrit la question? Bah oui. Oui, très bien. Donc, du coup, c'est bon. Donc... Oui, ces toits ont aussi des désavantages et c'est aussi ce qu'on cherche à regarder. Petit 1, potentiellement, s'il n'y a pas de système qui est prévu pour réutiliser de l'eau de pluie dans l'irrigation, en été, on risque d'irriguer avec de l'eau potable. Donc il faut, ça c'est un désavantage potentiel parce qu'il faut simplement prévoir un système de récupération d'eau de pluie qui permette d'utiliser cette eau pour irriguer. Et ensuite, l'autre désavantage principal qu'on voit dans nos systèmes, c'est que nos matériaux, donc nos composts, etc., ils vont relarguer des éléments et notamment du carbone dans l'eau. Concrètement, l'eau qui ressort de nos bacs, elle est assez marron. Et ça, c'est un souci parce que cette eau, du coup, elle va devoir être retraitée potentiellement avant d'être rejetée dans l'environnement. Et nous, ce qu'on étudie, c'est justement précisément qu'est-ce qu'il y a dans cette eau pour savoir si on peut ou pas la réinjecter dans notre système ou si on doit vraiment la traiter, à quel endroit, comment, etc. Donc oui, il y a des désavantages aussi et qu'il faut justement quantifier pour maximiser, entre guillemets, les bénéfices qu'on peut en espérer. Ensuite, juste donc, sur les légumes, vous disiez que donc vous aviez la même production que si c'était des légumes biologiques en dehors de Paris. Mais il n'y a pas une différence par rapport à la pollution qui se trouve, par exemple, sur les salades, justement, que sur les salades biologiques? Vous avez... Je vais vérifier que j'ai une diapo sur la pollution parce que vous mettez un doute. Mais sinon, je vais finir par faire un... Non, non, la réponse est j'ai été nul. Je n'ai pas mis ma diapo sur la pollution. Donc, je vais vous en parler là parce que la question revient beaucoup. Concrètement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré dans nos salades qu'est-ce qu'il y avait. Et en fait, on s'est intéressé à ces salades, on les a lavées et on ne les a pas lavées, de manière à voir si les polluants, ils venaient du sol ou ils venaient de l'air. Et ce qu'on a constaté, nous, c'est que le lavé, non lavé, il y avait assez peu de différence. Les différences n'étaient pas significatives. Et du coup, les polluants qu'on mesurait, j'insiste bien sur les polluants qu'on mesurait, venaient principalement du sol et étaient en teneur très faible et même comparable en fait à ce que vous pouvez trouver en supermarché. Là où je relativise ça, c'est nos résultats, ils ne permettent pas de dire partout dans Paris, c'est sûr de cultiver. Ils permettent juste de dire sur un site dans Paris, du point de vue des particules qu'on a mesurées, il n'y avait pas de risque, ou en tout cas les légumes étaient sains à être mangés du point de vue des polluants qu'on a mangés. Mais nous, nos recherches, en fait, elles ouvrent juste à d'autres recherches qui servent à mesurer d'autres polluants, à comprendre mieux l'effet de la hauteur des toits et de la proximité à un axe routier, comme je vous disais tout à l'heure. Je pense, et ça a été montré dans quelques études, mais il n'y en a pas assez sur le sujet, on peut produire des légumes sains en ville. La seule chose, c'est qu'il faut comprendre précisément dans quelles conditions. Est-ce que je peux le produire à 10 mètres du périph' ou à 50 mètres du périph'? Est-ce que je peux le produire à 10 mètres ou à 15 mètres, etc., etc. Et ça, c'est des questions qui restent à investiguer, mais on sait qu'on peut arriver à produire des légumes qui sont sains en ville. Et ce qu'il faut voir, après je n'aime pas trop rentrer là-dessus, mais c'est que à la campagne, vous avez aussi d'autres types de polluants, et notamment tout ce qui est traitement chimique, pesticides et insecticides, qui sont également nocifs pour la santé. Mais ça, c'est des choses en cours, et c'est des études à faire précisément sur nocivité des éléments qu'on retrouve, etc., etc. Mais c'est pas qu'en milieu... Ouais, pardon, je suis un bavard invétéré. Dernière chose, c'est que vous avez beaucoup la vision de si je mets mes tomates sur mon balcon, elles vont être polluées. Mais gardez en mémoire que en Ile-de-France, les champs qui nous restent, il y a 50%, il y a quand même quelques maraîchers qui restent. Et ces maraîchers, ils ont 50% de leur surface qui seront à moins de 50 mètres d'un gros axe routier. Donc on pense aussi beaucoup, je mets mes légumes en ville, ils vont être pollués. Mais des fois, c'est aussi le cas à la campagne quand ils sont proches d'un axe routier. J'espère que je suis clair sur cette question des polluants. Oui, c'était parce que vous aviez dit que vous récupériez 74 à 80% de pluie, de 81. Mais est-ce que vous avez pensé
à toutes les intempéries qu'il pouvait y avoir sur vos cultures, parce que j'ai vu, il n'y avait pas de bâches ou de serre sur votre toit, qui pouvaient prévenir de la grêle, de la pluie ou de la Alors, neige. oui, on y a pensé, mais justement, nous, on cultive en plein air, et du coup, comme toute personne qui cultive en plein air, on subit ces intempéries. Et sur ces données de pluie, là, je vous les ai données, elles étaient sur 2 ans. Et on aurait aimé le faire sur plus longtemps, on va essayer là, de le faire maintenant sur plus longtemps. Mais sur 2 ans, déjà, on s'adjoint un petit peu des variations de la météo. C'est-à-dire qu'en effet, il y a une année où il peut beaucoup pleuvoir, l'autre où il ne peut pas beaucoup pleuvoir. Et donc là, déjà, on a des résultats sur 2 ans et on aimerait en avoir sur encore plus longtemps. Et ensuite, sur la grêle, s'il y a de la grêle, on en a eu d'ailleurs. Je me souviens d'une soirée, en l'occurrence, on en a eu et on a hésité à bâcher. On n'a pas bâché parce que ça fait partie du jeu, entre guillemets, dans le sens où un maraîcher, quand il cultive ses légumes, il ne va pas pouvoir tout bâcher. Et donc, il va perdre une partie de sa production. Nous aussi, on aurait perdu une partie de notre production. Donc, vous préférez avoir des répercussions sur votre école plutôt que de... Sur notre école. Non, pas sur notre école, mais sur notre production. Ouais. Oui, potentiellement, pour l'instant, en tout cas, on est parti dans cette optique-là. Pas de répercussions sur mon école. Non, je ne fais pas de dégâts sur l'école. Mais par contre, oui, en l'occurrence, on s'est dit qu'on allait laisser le climat impacter et la météo, plutôt, impacter nos cultures. C'est pas compliqué, on est un peu feignant. Non, on n'est pas feignant, c'est juste qu'on s'est dit qu'un maraîcher, concrètement, quand il a 1 hectare de culture, il va pas pouvoir tout bâcher. Et donc, nous, le choix qu'on avait fait à ce moment-là, c'était de se dire qu'on avait fait la même chose. S'il grêle maintenant, je ne sais pas si on ferait exactement la même chose. Mais en l'occurrence, sur ce dont je vous parle, c'est ce qu'on a fait. Mais en effet, peut-être qu'on peut avoir le raisonnement inverse en se disant je vais bâcher pour les protéger quand même un minimum. Mais on n'a pas eu cette problématique-là très fortement pour le moment. Oui. Oui, il y a un petit jeu de micro. Est-ce que je suis encore... J'ai combien de temps? Est-ce que vous avez des problèmes avec les pollinisateurs, comme les abeilles et les bourdons, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espèces à l'intérieur de Paris? Oui, j'ai entendu un début de rire, mais non, c'est une très bonne question parce que... Petit 1, les pollinisateurs, c'est est-ce que réellement on a des pollinisateurs ou pas? Donc nous, en l'occurrence, sur le toit, on a la chance d'avoir des abeilles à proximité. Et oui, nous, on n'a pas de problème de ne pas avoir de pollinisateurs. Par contre, il y a des problèmes de conflit d'usage de temps en temps avec les abeilles. Et nous, en l'occurrence, les ruches qu'on a sur le toit, des fois, elles préfèrent pas forcément le potager, mais elles préfèrent aller chez les boulangers d'à côté, manger leur pâtisserie avec du sucre directement disponible ou choses comme ça. Ça, c'était pour la partie conflit d'usage. Pour la partie pollinisateur, je vais finir par tomber, au moins ça vous fera rire. Sur la partie pollinisateur, en fait, une des questions qu'on se pose, c'est que je sais que je suis un peu long, promis, j'ai fini dans à peu près 3 minutes ma présentation. 5, je suis bavard. Dans 5 minutes ma présentation. La question sur les pollinisateurs, c'est de se dire que vous avez image pollinisation abeille. Sauf que l'abeille dont on parle, c'est Apis mellifera, et en l'occurrence, elle ne pollinise pas du tout toutes les plantes. Et donc, un des enjeux en milieu urbain, c'est qu'on a besoin d'avoir d'autres types de pollinisateurs que seulement ces abeilles. Il y a également des papillons qui pollinisent, il y a également des scarabées ou choses comme ça. Et c'est pour ça que je vous parlais de rendre ces milieux favorables à d'autres espèces et à la faune. C'est que justement, comme ça, on attire plus de pollinisateurs et comme ça, on pollinise plus de plantes. Nous, sur le potager, ce n'est pas un enjeu majeur parce que les plantes qu'on a, elles peuvent être pollinisées par l'abeille en l'occurrence. J'ai répondu à tes questions ouais. Bon, allez, rapidement. Dernière fonction qu'on a, c'était nos toits, ils peuvent servir à valoriser les produits et des déchets qui viennent de la ville. Pourquoi? Parce que quand on met notre petit sol dans notre bac la première année, ce qu'on a observé, c'est qu'au bout de 2 ans, au bout d'un an, pardon, je m'emballe moi-même dans mon discours, au bout d'un an, en fait, on a une diminution du niveau. Concrètement, au début, on a rempli notre bac à 30 cm. Et au bout d'un an, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a rien ajouté, on n'a rien enlevé, mais il descend à 15 cm. Ça, c'est lié au tassement du sol et c'est lié à l'activité des bactéries dans notre sol qui vont libérer des nutriments absorbés par la plante et donc faire disparaître, entre guillemets, notre sol. Nous, ce qu'on a choisi, c'est que chaque année, pour éviter qu'on n'ait plus de sol au bout d'un moment, on va rajouter du compost, on va remettre du compost par-dessus et donc chaque année, on va rapporter des déchets qui vont pouvoir être produits dans l'année par les gens, enfin qui auront été produits par les gens dans l'année. Et donc ça nous permet, je ne vais pas vous détailler le tableau parce que ce n'est pas intéressant, mais ça nous permet de dire, OK, sur mon bac, pendant 2 ans, j'ai amené telle quantité de déchets. Et donc sur ce toit, j'ai pu valoriser tant de produits, tant de déchets, etc. etc. Voilà, et vu que j'ai été trop bavard, je pense que vous aurez retenu un des messages principaux de ma présentation, qui est que, tu vas pouvoir applaudir dans 1 minute si tu veux, mais c'est que ces toits sont une opportunité pour rendre un certain nombre de fonctions au milieu urbain et qu'il faut étudier ces fonctions pour qu'elles soient intéressantes et performantes.
Voilà. Bon, je suis désolé, j'étais un peu long, du coup. Ouais. Je sais pas du coup si... Est-ce que vous avez encore quelques questions? J'aimerais, s'il vous plaît, que les questions qui soient posées, parce qu'il y en a quelques-unes, on puisse les écouter dans une qualité de silence qui soit celle-là et qu'on finisse bien cette conférence, donc sans s'agiter, vous respirez un grand coup et qu'on puisse écouter vos camarades. Merci. Bonjour. Étant donné que le coût de production par unité de cette agriculture urbaine est beaucoup plus élevé que celui d'une agriculture classique rurale, est-ce que vous pensez qu'elle peut être destinée à autre chose que l'autosuffisance? Destinée à autre chose que de l'autosuffisance? Oui. Alors, j'ai pas dit que le coût était plus élevé, mais subsistance. Voilà. Mais en effet, c'est une réalité pour le moment que les toits, par exemple ceux dont je vous ai parlé à Montréal, ils produisent des produits qui sont en général légèrement plus chers ou au même prix que des produits bio. En général, légèrement plus chers. Pour autant, je pense qu'il y a un réel modèle économique qui peut se créer et donc dépasser la simple production pour moi-même sur mon petit balcon. Mais ça demande que les autres fonctions, comme par exemple celle de rétention d'eau, de stockage de carbone ou autres, soient reconnues et fassent partie du modèle économique de ces entreprises. C'est-à-dire que concrètement, on reconnaisse qu'ils ont une valeur ajoutée, et que donc ils soient aussi pour partie soit rémunérés, soit qu'ils aient des avantages qui leur permettent d'avoir des légumes au même prix que les autres. Deuxième élément de réponse là-dessus, c'est qu'à l'heure actuelle, les produits alimentaires, et notamment par exemple les tomates, on a quand même beaucoup habitué les gens à des produits extrêmement bas et qui ne correspondent souvent pas beaucoup au réel prix de production de ces légumes. Je pense que vous avez tous entendu parler de la crise laitière et autres. On a quand même à l'heure actuelle un des enjeux dans le secteur agricole qui est celui du coût de production et par rapport au coût de vente. Et donc c'est sûr qu'à l'heure actuelle, peut-être l'agriculture urbaine produit des produits qui sont un peu plus chers, mais c'est aussi que les produits qu'on a en supermarché sont pour la plupart trop peu chers. Ça c'est une question très complexe, on ne va pas y répondre là, mais voilà, je pense qu'il faut garder ça aussi en tête, que la comparaison se fait avec un système qui produit des produits vraiment à bas coût et pas forcément avec tous les réels intrants que ça nécessite. Ça a répondu à peu près à ta question? Ouais. Vous êtes pas obligé d'être ridicule. Oui, dernière chose, en effet, Nathalie l'ajoute, et à juste titre, c'est que tu parlais pesticides ou choses comme ça aussi, c'est que oui, cette nourriture justement à bas coût qu'on a, si vous regardez, il y a un documentaire, bon, je vous encourage à regarder la télé, mais tant qu'à faire, autant le faire, et notamment quand le service public produit des documentaires, autant les recommander. Vous avez Cache Investigation, qui est une émission intéressante, qui la semaine dernière était sur les pesticides, insecticides, etc. Et par exemple, la belle pomme dont on vous habitue au supermarché, qui est magnifique, qui n'a pas de trous, elle a subi 24 traitements de produits chimiques. Et donc, ce que je veux vous illustrer avec ça, c'est que ces légumes, ils sont pas chers, mais ils sont pas chers pas pour plusieurs raisons, et notamment du fait qu'on a utilisé masse de produits pour les rendre tous homogènes, qui posent aucun problème, et ça, c'est toxique potentiellement pour votre santé. Voilà. C'est pas, je veux pas faire l'alarmiste ici, mais je pense qu'il y a c'est aussi pour ça que moi ces questions m'intéressent, c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux, et que quand même une société qui marche, c'est une société qui produit ses aliments. Donc, et sainement. Oui, donc justement, même si la plupart des toits de Paris décidaient de mettre des potagers, qui financerait les potagers, qui donnerait l'argent? Ce serait l'immeuble ou la mairie ou... Très bonne question. Et justement, la mairie, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais Madame Hidalgo, dans sa dernière pendant la campagne, pas sa dernière campagne, pendant la campagne pour la mairie, a fait une promesse qui est de faire 100 hectares de toitures végétalisées, parmi lesquelles il y aurait 33 hectares de toitures et murs productifs. Et en fait, la mairie de Paris cherche maintenant à favoriser l'implantation de toits productifs ou choses comme ça. On travaille avec eux, nous, pour ça. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est que justement, ça ne soit pas les collectivités publiques ou quoi que ce soit qui financent, mais qu'il y ait des modèles économiques qui se mettent en place et que ce soit les entreprises qui financent. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, ils ont lancé pas mal d'appels à projets en disant là, vous avez un lieu où vous pouvez vous implanter.
mais ils leur donnent juste accès au lieu, de temps en temps à des conditions très favorables, mais ils ne les financent pas pour le moment pour ça, dans le but que les modèles qui se développent soient des modèles qui ne nécessitent pas de subvention, ou en tout cas qu'on nécessite un tout petit peu au début et ensuite qui marchent par eux-mêmes. Parce qu'ils ne veulent pas tomber, et je pense à raison, ne pas tomber dans un modèle qui soit nécessiteux de subventions sur le moyen terme en tout cas. Ok. Et ben voilà. Bon, bah merci à tous. Bon, merci beaucoup. Ça a permis aussi d'évoquer les filières après le bac, puisqu'on vous invite à réfléchir à ces questions d'orientation. Et ça vous montre un type... Je peux finir dans le calme, là, s'il vous plaît? Théophile, merci. Ben oui, non, mais c'est gênant. Ça vous permet aussi de voir comment, à un certain moment, la vie du lycée s'articule avec le post-bac et comment le post-bac essaye de s'articuler aussi avec l'économique, puisque votre problème, c'est de trouver une viabilité économique à ces modèles. Hein. Donc, je ne sais pas si vous pensez à une diffusion sur Internet du potager by myself, quoi. Finalement, chacun bricolant son potager, mais sur un mode et avec des méthodes un peu scientifiques. Ça marche toujours. D'ici une semaine ou deux, on va sortir une vidéo justement sur le toit pour expliquer un petit peu ce qu'on a fait et comment est-ce qu'on l'a fait. Et juste sur l'orientation, il y a un truc à retenir pour moi, c'est juste qu'il faut que vous arriviez à capter un petit peu qu'est-ce qui vous intéresse. Et ça nécessite pas de me dire, tiens, je vais être ingénieur dans tel domaine. Simplement voir les domaines qui vous passionnent et pour lesquels vous avez envie de travailler. Parce qu'un travail, après, c'est une bonne partie de votre vie. Et donc ce travail, il faut qu'il soit intéressant. Et donnez-vous les moyens juste qu'il soit intéressant parce que vraiment, dans votre vie quotidienne ensuite, ça représente, dans votre vie, ça représente une grosse partie de cette vie. Donc autant que ça soit intéressant et que ça soit quelque chose qui vous passionne. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.